Fabio Cementilli est une célébrité dans le domaine de la mode, mais aussi un homme, un papa et un mari formidable, adoré de tous. Et pourtant, le 23 janvier 2017, sa fille le découvre mort à côté de la piscine. En apparence, il s'agit d'un cambriolage qui a mal tourné, mais l'enquête pourrait bien révéler une réalité bien plus sombre. Je vais vous raconter son histoire. Cette vidéo est sponsorisée par Wild. Vous connaissez mon amour pour cette marque, donc je suis trop contente de pouvoir vous présenter leur toute nouvelle collection, la collection Printemps. À commencer par cet étui que je trouve vraiment trop mignon sur le thème de Pâques avec des petits œufs. Trop chou. Wild, c'est vraiment une valeur sûre puisqu'en plus de sentir hyper bon, leurs déodorants sont hyper efficaces. Ils sont faits avec des ingrédients naturels et surtout le point qui pour moi est le plus important, ils sont respectueux de l'environnement. Ça évite de jeter du plastique puisque les étuis sont rechargeables. Vous avez des petites recharges, ça se présente comme ceci. Vous les mettez à l'intérieur et une fois que c'est terminé, vous pouvez les jeter ou les composter. Perso, depuis que j'ai essayé les déodorants Wild, je ne me vois vraiment pas du tout utiliser un autre déodorant. Je les adore. Pour moi, ils sont parfaits et je suis trop contente parce qu'ils m'ont envoyé ma senteur préférée, c'est celle-ci, coton frais et sel de mer, mais vous en avez vraiment pour tous les goûts sur leur site. Vous avez par exemple des senteurs fruitées comme la senteur mangue juteuse. Ça sent trop bon, ça donne faim. Et puis ils ont également une collection Alice au pays des merveilles, je trouve ça trop cool. Moi perso, j'ai la senteur thé du chapelier fou, mais vous en avez également deux autres sur leur site internet, je vous laisserai aller voir. Et en plus de leur déo incroyable, Wild propose aussi d'autres produits, toujours respectueux de l'environnement. Un gel douche rechargeable, ils ont également des baumes à lèvres. Moi j'ai celui aux fruits de la passion. Et ils ont également des pains de savon exfoliants. J'ai celui à la lavande, je l'adore. Regardez, il y a carrément des fleurs de lavande provençale séchées à l'intérieur. Pour ceux qui aiment la lavande, ça sent divinement bon. Alors si vous avez envie de tester les produits Wild ou de vous acheter vos petites recharges, eh bien ça tombe bien, j'ai une offre pour vous puisqu'avec mon code JESCRIMWILD, vous avez 20% de réduction sur leur site. Je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé. Si vous passez par le lien, la réduction s'appliquera automatiquement. Sinon, n'oubliez pas de bien écrire JESCRIMWILD au moment du paiement et vous bénéficierez de vos 20% de réduction. Fabio Cementilli est né le 13 juillet 1967 à Toronto, au Canada. Il vient d'une famille d'origine italienne dont il est très proche et il a deux sœurs qui s'appellent Mirella et Loretta. Fabio a eu une enfance très heureuse, entourée d'amour et il est tellement proche de ses sœurs qu'à l'âge adulte, il décide d'ouvrir un salon de coiffure en collaboration avec sa sœur Mirella. Fabio et Mirella ne sont pas de simples coiffeurs, la coiffure est une véritable passion pour eux, c'est une vocation, à tel point qu'ils participent à des compétitions de coiffure partout aux États-Unis, enfin surtout dans les très grandes villes des États-Unis, Vegas, New York. Ils se déplacent comme ça un petit peu partout pour ces compétitions-là. Et si vous vous demandez en quoi ça consiste, eh bien on va leur demander par exemple de monter sur scène et de réaliser un look en 17 minutes. Alors tous les deux sont doués, Fabio et Mirella ont tous les deux de l'or dans les mains, mais c'est surtout Fabio qui se démarque. Il n'arrête pas de remporter des compétitions haut la main et il devient une véritable star dans le monde de la coiffure. Fabio a une personnalité flamboyante, c'est quelqu'un de très joyeux, quelqu'un de très drôle et il veut toujours rendre heureux son entourage, donc il est toujours positif, toujours en train de faire des blagues et même lors des compétitions de coiffure, il vient toujours soit avec des vêtements hyper colorés, soit carrément en kilt écossais, alors que tous les autres participants sont toujours vêtus de noir. Le noir est vraiment de rigueur lors de ces compétitions, mais Fabio, lui, ne respecte pas ça du tout, ça ne correspond pas à sa personnalité et il devient très vite un grand chouchou du public. Fabio se fait surnommer Big Daddy, il a souvent une casquette avec écrit Big Daddy dessus, c'est vraiment son petit surnom. Et il emporte également le cœur des stars puisqu'elles sont plusieurs à lui avoir confié leurs cheveux. Je peux vous citer par exemple Jennifer Lopez, Russell Crowe ou encore Jackie Chan. Et Fabio passe également énormément dans des émissions de télé, donc réellement on le reconnaît dans la rue, c'est vraiment quelqu'un de connu. Côté cœur, Fabio se marie une première fois et de cette union naît un fils qui s'appelle Luigi, mais cette relation ne dure pas et peu de temps après son divorce, il fait la rencontre d'une nouvelle femme. C'est une cliente de son salon de coiffure qui s'appelle Monica et qui est maquilleuse professionnelle. Entre eux, c'est l'amour fou. Ils se marient et ils ont deux enfants, deux filles, Isabella et Jessica, qui deviennent donc les demi-sœurs de son premier fils, Luigi.
L'année 2007 marque un grand tournant dans la vie et surtout dans la carrière de Fabio puisque l'entreprise Wella, une grosse entreprise connue pour ses colorations professionnelles, lui propose de l'embaucher. Fabio accepte immédiatement et au bout de 3 ans passés dans l'entreprise, il monte en grade, il devient directeur créatif de la branche nord-américaine et pour cela il est contraint de déménager. Donc il emmène toute sa petite famille à Las Vegas en Californie et il s'installe dans une grande maison avec piscine dans un quartier chic de LA. En 2013, Fabio monte encore en grade puisqu'il devient vice-président de la formation dans une nouvelle entreprise, une entreprise qui s'appelle Coty et qui est une des plus grosses entreprises au monde dans le domaine de la beauté. Au moment de notre affaire, donc en 2017, la famille Sementilli est extrêmement riche. Fabio est millionnaire et il mène la belle vie. De nombreux voyages professionnels, une Porsche et une belle famille qui profite également des avantages de cette vie puisque Fabio les fait voyager dans des endroits paradisiaques et avec Monica, ce sont des dîners romantiques dans de beaux restaurants et il lui offre de beaux vêtements, de belles chaussures, des sacs à main de luxe. Enfin bref, en apparence, ils ont tout pour être heureux. Après 20 ans de vie commune, le couple Fabio et Monica a l'air encore amoureux comme au premier jour. C'est complètement dingue. À chaque fois que Fabio rentre du travail, eh bien, il attrape Monica dans ses bras, il la fait tourner, il la fait danser, il lui donne des surnoms du style ma star, ma reine, enfin bref, il la met vraiment sur un piédestal. Il a d'ailleurs plein de photos d'elle sur ses réseaux sociaux, sa photo de couverture Facebook, c'est une photo d'eux en train de s'embrasser de manière hyper romantique. Ils reproduisent une œuvre d'art. Il n'a pas peur de montrer au monde entier à quel point il aime sa femme. Et Monica est également adorée par la famille de Fabio. Le fait qu'elle ait également des origines italiennes, forcément ça a joué, ils peuvent discuter en italien entre eux. Et la sœur de Fabio, vous savez, la sœur dont il est très proche, Mirella, considère carrément Monica comme une autre de ses sœurs. Une vie en apparence parfaite, comme je vous le disais, mais qui ne va pas tarder à basculer dans l'horreur. Le 23 janvier 2017, Fabio est seul dans sa grande maison de Los Angeles. Son fils Luigi, qui est déjà adulte, ne vit plus avec lui. Sa femme Monica est partie faire quelques courses. Sa fille Isabella a un entretien d'embauche et sa seconde fille, Jessica, est partie faire un babysitting. En début d'après-midi, la femme de ménage lui dit au revoir. Ça y est, elle a terminé de nettoyer la maison de fond en comble, tout brille, tout est hyper propre. Il lui dit au revoir et puis il s'installe dans un fauteuil au bord de la piscine. Il s'agit de son fauteuil fétiche, c'est vraiment une chaise qu'il adore. Il se met là soit pour fumer des petits cigares ou encore pour passer ses appels professionnels et c'est ce qu'il fait ce jour-là puisqu'il appelle un collaborateur à lui qui est au bureau mais qui ne lui répond pas parce qu'il est en pleine réunion. Et à peine il a raccroché le téléphone, il sent une douleur extrêmement vive, une douleur intense, une douleur horrible. Et il voit son sang couler, son sang gicler. Il y a du sang partout. Et Fabio s'effondre dans une mare de sang après avoir reçu plusieurs coups de couteau. Quelqu'un vient de l'attaquer par derrière. C'est Isabella, la fille de 16 ans de Fabio et Monica, qui fait la macabre découverte. C'est elle qui rentre à la maison en premier. Elle appelle les secours, elle appelle le 911, on l'entend pleurer et hurler dans le téléphone, c'est un appel vraiment déchirant, on imagine dans quel état la pauvre devait se trouver. Elle voit son père inanimé au sol, du sang partout. Évidemment, l'opérateur du 911 lui demande de faire les premiers secours. Mais Fabio est très lourd, elle a du mal à le retourner pour lui faire un massage cardiaque. Enfin, vraiment, un moment extrêmement traumatisant pour la pauvre Isabella. Bon, de toute façon, il n'y a plus rien à faire pour Fabio, il est déjà mort. Il a reçu au total 7 coups de couteau dans la mâchoire, dans le cou, dans la poitrine ainsi que dans la cuisse. Et son artère fémorale ainsi que sa carotide ont été sectionnées, donc sa mort a été plutôt rapide. Tous les proches de Fabio sont choqués. Il est mort à l'aube de ses 50 ans, il avait prévu de fêter ses 50 ans en grand, il devait partir en voyage avec des amis à cette occasion, et malheureusement, il n'aura pas l'occasion
de voir ses 50 ans, il est mort à 49 ans et tout le monde est hyper traumatisé de la façon dont il est mort puisque c'est un homme qui n'a pas d'ennemis, qui est tellement aimé de tout le monde, tellement proche de sa famille qu'on imaginait aisément qu'il allait mourir très âgé, d'une mort sereine, entouré de ses proches. Là vraiment ce qui lui est arrivé est incompréhensible. La police accourt bien sûr au domicile de Fabio et tout de suite il remarque qu'il y a une pièce de la maison qui a été fouillée de fond en comble et il s'agit de la chambre à coucher. Les tiroirs ont été ouverts, le contenu a été renversé par terre et il y a des traces de sang également dans la chambre. Donc ils se disent qu'il s'agit en fait d'un cambriolage qui a mal tourné. Les voleurs devaient se penser seuls dans la maison, puis quand ils ont vu que Fabio était présent, eh bien ils ont décidé de l'éliminer. Peut-être par peur qu'ils les reconnaissent ou qu'ils les dénoncent ou quelque chose comme ça. En tout cas, ils sont restés assez peu de temps sur place et la chambre à coucher est la seule pièce qui ait été fouillée par les cambrioleurs. Les policiers demandent à Monica Cementilli de leur faire l'inventaire de toutes les choses qui ont été volées dans la maison et elle leur dit qu'ils sont partis avec des bijoux, mais pas des bijoux de valeur, des bijoux assez peu coûteux. Ils ont également emporté la Porsche de Fabio, en fait ils sont partis avec sa Porsche et ils ont volé la somme de 11 000 $ en espèces. Enfin, ils ont volé des pièces d'or et ils ont volé également cette somme en plusieurs monnaies. Il y avait des dollars américains, des dollars canadiens et des euros. Donc ils ont emporté tout ça et ils ont également emporté les enregistrements des caméras de surveillance puisque la maison était dotée d'un système de surveillance. Et ils ont emmené une boîte qui contenait tous les enregistrements. Par chance, une maison voisine est également dotée de caméras et une de ces caméras pointe en direction de l'entrée de la maison des Cementilli. Et cette caméra a pu filmer l'arrivée des cambrioleurs. On voit deux hommes courir, ils se précipitent sur la propriété des Cementilli et ces deux hommes portent un sweat à capuche, ils ont mis la capuche sur leur tête, ils sont cagoulés et ils ont tiré les manches du sweatshirt au maximum pour dissimuler leurs mains. Mais surtout ce qu'on remarque sur cet enregistrement, c'est qu'ils ne sont restés que 7 minutes dans la maison. On les voit arriver en courant, on les voit repartir avec la Porsche et ce qui est terrifiant, c'est qu'une minute seulement après leur départ, on voit Isabella rentrer à la maison. Donc à 1 minute près, elle arrivait alors que son père était en train de se faire assassiner. Elle aurait vu le meurtre et elle aurait été en danger. C'est hyper flippant. Cet enregistrement vient confirmer les doutes des enquêteurs qui pensaient déjà à un cambriolage qui a mal tourné, puisque la façon dont les hommes sont habillés, la façon dont ils courent, le fait qu'ils aient pris très peu de temps à l'intérieur du logement, ça leur fait penser à un gang de cambrioleurs qui était très recherché à ce moment-là à Los Angeles et qui était spécialisé dans les cambriolages de maisons de stars. Et ce gang de voleurs s'appelle les Knock Knock Burglars. Ces cambrioleurs s'en sont notamment pris aux maisons de Kendall Jenner, Nicki Minaj et Alanis Morissette. Donc les policiers se disent que c'est encore un coup de ces cambrioleurs, sauf que cette fois, ils ont en plus commis un meurtre. Et pour le coup, c'est la première fois qu'ils tuent quelqu'un. Mais l'analyse des traces de sang retrouvées dans la maison est en cours. Et le résultat est sur le point de choquer tout le monde. Le 14 février 2017, jour de la Saint-Valentin, jour de l'amour, les résultats de l'analyse tombent. Du sang retrouvé dans la cuisine de la maison n'appartient pas à Fabio. Il s'agit du sang d'un autre homme, un certain Robert Baker. Mais qui est ce Robert Baker ? Eh bien, Robert est un ancien acteur de films pour adultes reconverti en entraîneur de racquetball. Oui, ça n'a rien à voir. Alors si comme moi, vous ne connaissez pas le racquetball, je vous mets une petite vidéo, mais en gros, ça ressemble à du squash. C'est les mêmes règles, simplement la raquette, la balle sont différentes et le terrain est différent. Robert est déjà connu des services de police, mais pas du tout pour des faits de cambriolage ou de meurtre, hein. Loin de là, il est connu pour des délits d'ordre sexuel. Il a notamment agressé une mineure de 14 ans en 1997. Donc il est inscrit au fichier des criminels sexuels aux États-Unis. Mais depuis l'agression sur la mineure, il s'est fait discret et personne n'aurait pu soupçonner un seul instant qu'il allait commettre un meurtre. Et ce qui est sûr, c'est qu'il ne fait pas partie du gang des Knock Knock Burglars et que la théorie de la police tombe à l'eau. Finalement, ce qui intéresse les policiers, ce ne sont pas les performances d'acteurs de Robert ou encore ses performances en tant qu'entraîneur de racquetball, mais c'est le fait qu'une de ses élèves n'est autre que Monica Cementilli, la femme de Fabio, désormais veuve. Et en enquêtant un petit peu, les policiers découvrent qu'elle n'est pas qu'une simple élève de Robert Baker,
Non, tous les deux entretenaient une liaison. Cette fois, les policiers en sont sûrs, leur liaison a forcément quelque chose à voir avec le meurtre. Ils sont persuadés que la raison pour laquelle Fabio a été assassiné se cache derrière cette relation. Bon, ils avaient déjà des doutes à la base avec cette histoire de cambriolage, c'est ce qui leur semblait le plus logique, mais il y avait quand même des incohérences, notamment le fait que les voleurs n'aient pas emporté la montre de Fabio. Ils ont forcément vu qu'il avait une montre de luxe au poignet, c'était une Rolex qui coûtait quand même 8 000 $ et ils l'ont laissé sur place. Mais ce qui est bizarre également, c'est le fait que ce cambriolage et le meurtre n'aient pris que 7 minutes puisqu'ils ont emporté des choses qui étaient quand même assez difficiles à trouver, comme la clé de la Porsche. Fallait vraiment savoir où elle se trouvait, c'était dans un tiroir précis. Et puis pareil pour les enregistrements des caméras de surveillance, ils ont su immédiatement où ça se trouvait et ils ont emporté tout ça. Bon, c'est quand même assez peu probable qu'en 7 minutes, ils savaient exactement où tout se trouvait. Les policiers, n'ayant pas assez de preuves pour les arrêter, décident de laisser Robert et Monica dans la nature, les laisser vivre leur petite vie tranquillement pour ne pas les inquiéter et ainsi pouvoir les suivre, les observer, les mettre sur écoute et voir s'ils ne vont pas commettre des erreurs ou leur apporter des preuves sur un plateau. Alors Robert, lui, continue sa petite vie d'entraîneur de racquetball comme si de rien n'était, tous les soirs. Il rentre dans son petit appartement, tandis que Monica joue les veuves et pleurait. En effet, au moment de l'annonce du meurtre, Monica est vraiment hyper mal, elle hyperventile, elle arrive même pas à prononcer un seul mot, elle est vraiment en état de choc. Elle demande carrément à une amie à elle de s'installer dans la maison avec elle afin d'avoir du réconfort. Elle a besoin d'avoir quelqu'un sans arrêt avec elle et elle est là en train d'errer dans la maison sans savoir quoi faire, vraiment complètement traumatisée. Elle porte un sweatshirt appartenant à Fabio pour avoir son odeur et elle dort également à la place de Fabio dans le lit. Donc on a vraiment l'impression d'une femme très triste d'avoir perdu son mari, d'avoir perdu l'amour de sa vie, puisqu'elle dit que c'est ainsi qu'elle le considérait, après plus de 20 ans de vie commune. Donc on pourrait penser qu'elle est réellement très affectée par la perte de Fabio, par le fait qu'il ait été assassiné de manière aussi horrible, mais vous allez voir que son numéro d'actrice présente des failles. L'attitude de Monica interpelle un peu ses proches. Alors certes, elle a l'air très triste, mais à chaque fois qu'elle a une discussion avec quelqu'un, ça tourne toujours autour du même sujet, l'argent. Il faut savoir que la mort de Fabio est censée lui rapporter gros, puisque entre le fait qu'elle était mariée avec lui et les assurances vie, tout ce qu'elle est censée toucher après sa mort, elle est censée recevoir un total de 2 millions de dollars à peu près. Le souci, c'est que la mort de Fabio étant suspecte, et bien forcément les assurances vie sont bloquées en attendant qu'on ait fait la lumière sur le crime et elle ne touchera l'argent qu'après l'enquête. Le soir même du meurtre, le jour du meurtre, Monica s'inquiétait déjà pour son argent, pour l'assurance vie. Enfin, les assurances vie, puisque Fabio en avait contracté 2, une auprès de sa société d'assurance et une auprès de son travail. Donc elle demandait un peu partout comment ça allait se passer, elle posait des questions à ses proches, vous pensez que je vais pouvoir recevoir l'argent quand, j'ai besoin de cet argent, etc. Quand elle a compris que l'argent n'allait pas directement lui être versé, elle a commencé à s'inquiéter et puis petit à petit, elle est carrément devenue énervée et agressive à ce sujet. Bon, on peut aisément comprendre que c'était une source de stress pour Monica. C'est normal, elle se retrouve soudain seule avec 2 filles adolescentes à élever et des charges monumentales puisqu'elle vit dans une très grande maison et qu'elle a des employés de maison à payer. Et puis Fabio était le revenu principal du foyer, donc forcément sa mort la met dans une situation délicate. Elle ne sait pas trop comment elle va réussir à s'en sortir. Mais non, ce qui interpelle les gens, ce n'est pas son stress, c'est le fait qu'elle ne parle vraiment que de ça. Par exemple, Luigi, le fils de Fabio, a expliqué que 75% de leurs conversations tournaient autour de ces histoires d'assurance vie. C'est quand même bizarre, après avoir perdu son mari, de s'inquiéter uniquement de l'argent. Elle ne parle pas de Fabio, elle ne parle pas non plus des personnes qui ont assassiné Fabio, elle n'a pas l'air intéressée par le fait qu'on les retrouve. Une attitude plutôt bizarre. En plus, ce qu'elle se garde bien de dire à ses proches, c'est qu'à force de se plaindre comme ça, sans arrêt, auprès de tout le monde, concernant ses soi-disant problèmes d'argent, eh bien l'entreprise de Fabio a eu pitié d'elle et ils lui ont proposé de lui verser les 6 prochains salaires de Fabio comme s'il était encore en vie. Donc afin de l'aider, afin de lui permettre de sortir la tête de l'eau, voilà, 6 mois c'est quand même
énorme. Ça aurait pu lui permettre de mettre un peu d'argent de côté et de voir venir l'avenir. Mais ça, elle ne le dit à personne et elle fait croire qu'elle est dans une situation terrible et limite qu'elle va se retrouver à la rue, quoi. Monica est également mécontente que Luigi, donc le fils de Fabio d'une première union, donc qui n'est pas son fils à elle, touche plus d'argent que ses filles. Elle a fait carrément des tableaux, elle a fait des calculs sur l'argent que chacun allait toucher et elle a déterminé que Luigi allait toucher un petit peu plus que ses filles. Je sais pas trop pourquoi, hein, c'est un peu complexe, il y avait de l'argent qui arrivait un peu de tous les côtés et lui donc était censé avoir un petit peu plus que ses sœurs, c'était pas énorme. Mais elle n'arrête pas d'en parler avec Luigi, elle lui envoie sans arrêt des messages là-dessus en lui disant oh, « Tu te rends compte, tu vas toucher quand même une belle somme ». Elle lui envoie des captures d'écran, des sommes qu'il va toucher en lui disant « Regarde ce que tu vas avoir ». Et elle essaye limite de le faire culpabiliser par rapport au fait qu'il touche plus que ses filles. D'ailleurs, à un moment donné, elle liquide une action appartenant à Fabio afin de pouvoir dégager un peu d'argent. Et Luigi avait une part de cette action en sa possession et elle demande à Luigi s'il accepterait de lui céder sa part en compensation parce qu'il va toucher plus que ses filles. C'est quand même hyper déplacé d'aller demander ça au fils de Fabio. Il vient de perdre son papa, franchement, il a autre chose à penser que ces histoires d'argent, quoi. Et le pire, c'est que les gens ont pitié d'elle, hein. Les gens sont là pour l'aider. Il y a même une de ses nièces qui prend l'initiative d'ouvrir une cagnotte et de demander aux gens de verser de l'argent sur cette cagnotte. Alors, l'argent de cette cagnotte a plusieurs buts. Le premier, c'est de pouvoir participer aux frais des funérailles, voilà, de pouvoir acheter des fleurs, etc. Donc, cet argent-là reviendrait à Monica afin qu'elle paye pour les funérailles de Fabio. Et il y a également de l'argent qui est envoyé pour participer aux frais de scolarité d'Isabella et Jessica, et notamment à leurs frais d'université. Vous savez que aux États-Unis, aller à l'université, ça coûte très très cher. Donc les gens donnent généreusement une grosse somme d'argent et en voyant ça, Monica décide de modifier la cagnotte et elle enlève le nom de ses filles. Donc ses filles ne sont plus bénéficiaires. Elle devient la seule bénéficiaire de tout l'argent et comme justification, elle explique simplement qu'elle ne veut pas que ses filles voient qu'elles sont privilégiées, qu'elle ne veut pas qu'elles voient quelle somme d'argent elles peuvent toucher. Elle préfère leur cacher afin qu'elles ne soient pas pourri gâtées. En soi, on peut comprendre ce raisonnement, hein. Elle élève ses filles comme elle le souhaite et avec les valeurs qui lui tiennent à cœur, mais ce n'est pas très sympathique pour sa nièce qui a organisé tout ça et qui tenait justement à ce que les filles sachent que leurs études allaient être payées par des personnes qui aimaient beaucoup leur papa. Et ce n'est pas la seule fois que Monica n'en fait qu'à sa tête et décide de prendre des décisions qui vont à l'encontre de ce que les autres proches de Fabio souhaitent pour lui. En effet, Monica a annoncé à la grande surprise de tout le monde qu'elle allait faire incinérer Fabio. Elle a prétendu que c'était ce qu'il souhaitait, mais personne d'autre qu'elle n'a jamais entendu Fabio prononcer ces mots. Il n'a jamais dit à personne vouloir être incinéré et dans sa famille, c'était plutôt la coutume de se faire enterrer. Donc tout le monde était vraiment très étonné. Je vous rappelle que Fabio était très proche de sa famille et notamment de sa maman et de sa sœur Mirella. Il travaillait carrément avec Mirella, il la voyait tous les jours. Donc s'il avait dû se confier là-dessus à quelqu'un, il se serait forcément confié à Mirella et à sa maman. Or, il ne l'a pas fait. Donc, elles sont un peu dubitatives. Elles se demandent si effectivement il a réellement demandé à être incinéré. Et une fois que ça a été fait, Monica explique qu'elle va envoyer ses cendres au Canada, à Toronto, parce que c'est là-bas que Fabio souhaitait reposer. Donc, la famille de Fabio est contente de récupérer les cendres de Fabio, hein. Ils sont plutôt soulagés de l'avoir auprès d'eux. Et c'est Monica qui doit s'occuper d'acheter un monument commémoratif, un emplacement, une stèle, enfin vous voyez, quelque chose pour mettre les cendres de Fabio, un petit endroit qui serait rien qu'à lui et qui permettrait de venir se recueillir. Et en attendant qu'elle fasse ça, les proches de Fabio lui proposent de mettre les cendres dans la crypte familiale. Donc elle dit ok, pas de souci, et c'est ce qu'ils font, ils mettent les cendres dans la crypte, mais en fait les cendres ils sont restés, c'est-à-dire que Monica n'a jamais fait le nécessaire pour acheter une sépulture pour son mari. Elle a laissé les cendres dans un endroit qui était censé être temporaire. Petit à petit, des tensions éclatent avec d'un côté la maman et les sœurs de Fabio et de l'autre côté Monica et ses filles Isabella et Jessica. Les relations deviennent de plus en plus
tendue. Monica est un véritable tyran, elle décrète que tout ce qui concerne Fabio ne concerne qu'elle. Elle interdit par exemple à tout le monde de parler avec la police. Elle dit que tout ce qui concerne l'enquête doit passer par elle et que personne n'a le droit de contacter les policiers. Bon, les gens respectent, ils se disent que tout simplement ils vont lui demander à elle des nouvelles vu qu'elle en prend régulièrement. Elle leur explique qu'elle est H24 devant les locaux de la police, qu'elle a toutes les infos, donc qu'il faut passer par elle. Et un jour, il y a le fils de Mirella qui a appelé la police. Voilà, c'était sa propre initiative, il avait envie d'avoir des infos directement et elle a pété un câble contre Mirella, elle l'a appelée, elle l'a pourri au téléphone, elle lui parlait hyper sèchement, elle lui a dit ton fils n'a pas intérêt à recommencer, il n'a pas le droit d'appeler la police. Elle était vraiment excédée. De leur côté, Isabella et Jessica soutiennent leur mère à fond. Elles ne répondent quasiment plus aux messages de la famille de Fabio. Et un jour, Mirella a contacté Isabella et Jessica en leur demandant gentiment si elles accepteraient de leur envoyer au Canada quelques affaires appartenant à Fabio, juste histoire qu'elles aient quelque chose de lui, un petit vêtement, quelque chose, vous voyez, un petit souvenir. C'était surtout pour sa maman parce qu'elle était très triste. Déjà qu'il n'avait même pas de sépulture, elle voulait au moins pour sa maman avoir quelque chose auquel se raccrocher, qu'elle pouvait garder près d'elle pour penser à son fils. Et Isabella et Jessica lui ont répondu très méchamment en lui disant qu'il était hors de question qu'elles envoient quoi que ce soit et que toutes les affaires de leur papa appartenaient à leur maman, donc qu'elles allaient tout garder pour elles, quoi. Mais ce qui a été le plus choquant pour tout le monde, c'est que Monica et les filles sont restées vivre dans la maison. Mais tout de suite après, c'est-à-dire que juste après le meurtre, dès qu'elles ont pu retourner dans la maison, dès que la police n'avait plus besoin d'analyser la scène de crime, eh bien elles sont retournées vivre dans la maison. Monica a carrément refusé d'avoir une protection policière, la police lui avait gentiment proposé de surveiller la maison, elle a refusé. Je vous rappelle qu'à ce stade, on ne sait pas qui a tué Fabio, c'est un mystère. Les personnes pourraient revenir, peut-être qu'ils en ont après toute la famille, on ne sait pas, mais non, Monica répond qu'elle est forte, qu'elle est une adulte, qu'elle n'a besoin de personne et qu'elle ne veut pas que la police la protège et elle n'a pas non plus fait remplacer le système de sécurité. Comme si finalement elle savait pertinemment qu'elle n'avait aucune raison d'avoir peur puisqu'elle connaissait l'identité des tueurs. Bon, ça ce sont les choses que tout le monde a vues dans l'entourage de Monica, mais les policiers, eux, ont vu encore plus de choses choquantes et notamment le fait que Monica vivait sa meilleure vie avec Robert Baker après la mort de Fabio. Sortie dans les bars, voyage à Vegas, dîner romantique, il ne se refuse rien. Elle passe son temps avec Robert, ils sont collés l'un à l'autre H24. Pour justifier ça, Monica prétend qu'elle sort avec des copines afin de se changer les idées, alors qu'en fait à chaque fois elle est avec son amant. D'ailleurs, la police découvre que ça fait plus d'1 an que Robert et Monica ont une liaison. Au début, ils se voyaient juste de temps en temps pour des rapports sexuels, mais petit à petit, ils sont tombés follement amoureux à tel point qu'ils échangent plus de 5000 messages par mois. C'est énorme et ils s'envoient également énormément de messages et de photos, vidéos à caractère sexuel. Ils ont une vie sexuelle très intense. Je peux vous montrer par exemple cette photo qui a pas mal tourné au moment de l'affaire. On voit Monica en train de montrer ses fesses, elle est de dos, bon bien sûr c'est censuré, je vais pas vous montrer ça sur YouTube. Et elle fait face à un miroir sur lequel elle a inscrit au rouge à lèvres Madame Baker, comme si elle était mariée avec Robert. Dites-vous que certaines des photos sexy qu'elle a envoyées à Robert lui ont été envoyées pendant la cérémonie d'hommage à Fabio. En fait, il y a eu ses funérailles et ensuite, à Toronto, il y a la famille de Fabio qui a organisé une grande cérémonie pour lui rendre hommage. Monica est venue, elle s'est déplacée jusqu'à Toronto, mais une fois là-bas, en fait, dès qu'elle en avait l'occasion, elle parlait avec son amant et elle lui envoyait des photos sexy. Et juste après les funérailles, donc à Vegas, c'est Monica qui a organisé un événement dans sa maison, donc pour que tout le monde vienne un petit peu rendre hommage à Fabio, se réunir. Vous savez, c'est souvent ce qui se passe après un enterrement. Les gens se réunissent pour... un enterrement ou une crémation. Les gens se réunissent pour boire un petit café, manger quelque chose et discuter, se réconforter les uns les autres. Donc Monica organise ça chez elle. Et en fait, il y avait Robert qui était présent. Alors que c'était un événement qui était censé réunir uniquement la famille très proche et les amis très proches. Mais Robert, personne ne le connaît à part Monica. Et c'est très bizarre parce qu'elle passe tout son temps collée à lui. Elle est comme limite appuyée contre lui comme ça. Ils parlent ensemble dans leur coin. Donc forcément, la famille de Fabio trouve ça un peu bizarre. Mirella est venue la voir et elle voulait pas mettre Monica mal à l'aise. Donc elle lui a demandé en italien c'est qui ce gars ? Il va peut-être falloir le faire partir parce que personne ne le connaît. C'est un peu bizarre.
Et Monica lui répond « Mais non, t'inquiète pas, c'est un ami, il est là pour me soutenir depuis la mort de Fabio, je tiens à ce qu'il soit là. » Donc bon, tout le monde a accepté qu'il reste, mais c'était très bizarre. Et finalement, c'est comme ça qu'elle a réussi à faire accepter Robert Baker à ses proches. Elle explique que c'était son entraîneur de racquetball qui est devenu son ami, son confident, que depuis la mort de Fabio, il est très présent à ses côtés, qu'elle a besoin de lui, que c'est quelqu'un d'incroyable, qu'il fait beaucoup pour l'aider. Et donc forcément, les proches de Monica se disent « Mais quel saint homme, c'est merveilleux, il est très présent pour Monica ». Et ils se mettent à l'apprécier, même les filles de Monica l'adorent. Il est toujours là pour donner un coup de main, toujours là pour montrer qu'il est gentil, qu'il soutient Monica. Donc forcément, tout le monde a une très belle image de lui et accepte qu'il fasse partie de la vie de Monica sans aucun problème. Donc bingo, elle a réussi à faire accepter l'inacceptable à tout le monde, mais leur joie va être de courte durée. Robert et Monica sont arrêtés 6 mois après le meurtre. Alors en ce qui concerne Robert, il n'y a aucun souci, on sait qu'il a participé au meurtre puisqu'il y avait son ADN dans la maison, il a saigné, en fait il s'est coupé au doigt, c'est la théorie en tout cas de la police, il s'est coupé au doigt avec le couteau en poignardant Fabio, mais en ce qui concerne Monica c'est un petit peu plus compliqué, on sait qu'elle n'a pas directement participé au meurtre puisqu'elle n'était pas dans la maison à ce moment-là, je vous rappelle qu'elle était au supermarché en train de faire des courses, elle a un alibi, mais les policiers la soupçonnent fortement d'avoir conspiré avec son amant afin d'organiser le meurtre de Fabio. C'est pour ça en fait que la police a mis du temps à les arrêter, ils avaient envie d'emmagasiner un max de preuves pour pouvoir prouver la culpabilité de Monica qui n'était pas si facile que ça à prouver. Et voici ce qu'ils ont découvert. Robert et Monica avaient acheté des téléphones prépayés et sur ces téléphones, ils communiquaient via l'application Viber. C'est une application de messagerie un peu comme WhatsApp et sur Viber, les messages sont cryptés, c'est-à-dire que personne ne peut y avoir accès, pas même l'application elle-même. Donc la police ne peut pas demander à Viber de leur fournir les conversations. Ils ne peuvent pas y avoir accès. C'est quand même beaucoup de précautions pour des innocents. Autre élément troublant, quelques semaines avant le meurtre, Monica avait envoyé un long email à Robert dans lequel elle donnait tout un tas d'informations concernant le système de surveillance de sa maison. Elle lui donnait vraiment tout, le mode d'emploi, le nom d'utilisateur, le mot de passe, comment l'utiliser sur son téléphone pour pouvoir voir les enregistrements en temps réel. Enfin bref, c'est très étrange. Alors bien sûr, elle peut se défendre en expliquant qu'elle voulait qu'il sache quand elle était seule pour pouvoir venir la voir en toute discrétion. Mais sachant qu'elle a des filles mineures, c'est quand même bizarre d'aller donner toutes ces infos à un gars qui pourra espionner ses filles dans la maison quand il le souhaite. Donc bon, on imagine bien que si elle lui a donné ces informations, ce n'est pas pour cette raison, surtout que les enregistrements ont été volés le jour du meurtre. Donc c'est comme ça, finalement, que Robert a eu toutes les informations et qu'il a su comment accéder aux enregistrements et comment les voler. D'ailleurs, quand Monica a appris que ses voisins avaient, eux, réussi à filmer les tueurs, elle a complètement paniqué. Ce qui s'est passé, c'est que les voisins sont venus toquer à la porte en disant « Écoutez, on a un DVD, on a une vidéo complètement compromettante sur ce qui s'est passé ». Et Monica n'était pas à la maison à ce moment-là. Par contre, il y avait la famille de Fabio, ainsi que les enfants de Fabio. Enfin bref, ils ont tous mis le DVD, ils ont regardé donc sans Monica. Et quand elle est rentrée à la maison, ils lui ont expliqué qu'ils venaient de voir des images choquantes. On voit vraiment 2 personnes entrer dans la maison. Et Monica a pété un câble. Elle s'est énervée contre eux en leur disant que c'était inadmissible qu'ils aient regardé les images sans elle, qu'ils auraient dû l'attendre. Et elle s'est mise à poser plein de questions, elle les mitraillait de questions en disant est-ce qu'on voyait leur visage, est-ce qu'on voyait la couleur de leur peau, quelles infos vous avez. Elle les laissait même pas répondre tellement elle les bombardait de questions. Donc eux sur le coup, ils se sont dit tout simplement qu'elle avait envie que l'enquête soit résolue et qu'elle voulait savoir quelles informations ils avaient trouvées. Mais ce que la police pense, c'est plutôt qu'elle paniquait parce qu'elle avait peur qu'on ait pu reconnaître Robert sur ces images. Pour ce qui est du meurtre, vous savez que Monica a un alibi, elle était au supermarché, mais là encore il y a des éléments assez troublants, puisque forcément un supermarché, il y a des caméras partout, donc les caméras ont bien filmé sa voiture se garer sur le parking d'un supermarché Target, mais elle reste un moment dans sa voiture et on voit un homme venir et se mettre à côté d'elle sur le siège passager. Alors l'image est de très mauvaise qualité, ça ne permet pas de savoir exactement qui était cet homme,
Mais la théorie des policiers, c'est qu'il s'agissait de Robert qui venait prendre quelques instructions avant de partir assassiner Fabio. Et ensuite, donc, Monica sort de sa voiture, elle entre dans le magasin, elle fait quelques courses, mais en fait, pendant toutes ces courses, elle a les yeux rivés à son téléphone portable. Et les policiers, après analyse de ce téléphone, découvrent que pendant qu'elle était dans le supermarché, un grand nombre de données a été consommé, comme si elle avait regardé des vidéos. Donc, leur théorie, c'est qu'elle était en train de regarder les enregistrements des caméras de surveillance de sa maison en direct, pour savoir finalement ce qui était en train de se passer chez elle et si le plan se déroulait sans accroc. Alors, elle n'a pas pu voir le meurtre, puisque l'endroit où Fabio a été tué n'est pas filmé par les caméras, mais en fait, elle aurait pu, parce que s'ils avaient tué Fabio à un autre endroit, si Fabio s'était déplacé dans la maison et avait été tué à un endroit qui était filmé par les caméras, eh bien Monica aurait été là dans son supermarché tranquillement, en train de regarder son mari se faire assassiner. C'est vous dire à quel point cette femme est froide. C'est vraiment super glauque et bien évidemment, elle pouvait également, en regardant les images des caméras, donner des informations à Robert et à son complice, puisqu'il y avait quelqu'un avec Robert, on en parlera plus tard, en leur disant, voilà, pas de souci, il est dans telle pièce, il y a personne, la voie est libre, etc. Pour enfoncer le clou, les policiers ont décidé de piéger Monica et Robert afin d'essayer d'obtenir des informations. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont attendu qu'ils soient tous les deux à bord d'une voiture appartenant à Monica. D'ailleurs, c'est une Mustang qu'elle a achetée peu de temps après la mort de Fabio, elle s'est fait plaisir. Et alors qu'ils étaient à bord de ce véhicule, les policiers leur demandent de s'arrêter au bord de la route. Et ils prétextent le fait qu'ils sont à la recherche d'un véhicule volé et qu'ils pensent justement que la Mustang est un véhicule volé qu'on leur a revendu derrière. Donc ils leur demandent de descendre et ils les mettent à l'arrière d'un véhicule de police. Donc tout seul, il n'y a pas de policier avec eux. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont truffé cette voiture de micros. Et pendant ce temps, il y a une autre patrouille qui est en train d'écouter tout ce qu'il se dit à l'intérieur de la voiture. Et l'attitude de Robert et Monica est très bizarre. Bon, malheureusement, ils n'ont pas avoué le crime, ça aurait été complètement dingue qu'ils se mettent à dire « Oh mon Dieu, j'espère qu'ils vont pas nous arrêter pour le meurtre, etc. » Donc ça, non. Mais par contre, ils sont quand même un peu en panique. Monica se met à dire à Robert « C'est sûr que quelqu'un a parlé, c'est sûr qu'ils ont quelque chose. » Et elle conseille également à Robert de ne rien dire aux policiers s'ils lui posent des questions. Donc là encore, Monica n'a pas un seul mot pour Fabio. Elle n'a pas l'air d'une veuve éplorée du tout. Dès que les caméras ne sont pas sur elle, dès que personne ne la voit, eh bien on dirait plutôt une criminelle qui essaye de ne pas se faire choper puisqu'elle était en train de comploter avec Robert pour essayer de trouver des solutions pour ne pas se faire prendre, essayer de savoir ce que les policiers savent au sujet de l'affaire, etc. Après leur arrestation, très important, Monica et Robert ont continué à communiquer. Ils se sont envoyés des lettres enflammés depuis leurs prisons respectives, ils se sont appelés, ils ont continué leur relation. Monica signait ses lettres carrément en écrivant « Madame Baker, qui t'aime pour toujours, je t'aime jusqu'à la mort, je suis ta petite femme », des choses comme ça. Enfin vraiment, on aurait dit des adolescents amoureux, vraiment des lettres sans arrêt, des appels, des déclarations d'amour. Or, à ce moment-là, elle savait que Robert avait laissé son ADN sur la scène de crime. Elle savait qu'il avait également laissé du sang dans la Porsche de Fabio. Elle savait qu'il était forcément le tueur. Donc si elle a continué sa relation avec lui, ça prouve bien qu'elle n'en avait rien à faire que Fabio ait été assassiné, puisqu'elle est potentiellement en couple avec son assassin. Et apparemment, ça lui fait ni chaud ni froid. Elle a même tenté de défendre Robert, puisque à propos du sang qui a été retrouvé dans la cuisine, elle a expliqué aux enquêteurs qu'elle avait une explication logique. Alors c'est plutôt une explication tirée par les cheveux, vous allez voir. Elle explique que lors d'un cours de racquetball, elle a donné sans faire exprès un coup avec sa raquette dans la main de Robert. Ça l'a blessé au doigt. Il s'est mis à saigner abondamment. Elle a attrapé une serviette qu'elle a enroulée autour de sa main afin d'arrêter l'hémorragie et elle a ramené cette serviette chez elle. Elle explique alors que la serviette était imbibée de sang et que du sang a dû couler de cette serviette dans sa cuisine, qui expliquerait qu'on ait retrouvé le sang de Robert chez elle. Robert et Monica nient tous les deux être liés au meurtre de Fabio, mais il y a un élément qui va leur enfoncer la tête sous l'eau, et c'est la découverte de l'identité du deuxième tueur.
Vous avez vu sur les enregistrements des caméras de surveillance du voisin qu'il y a 2 hommes en train de courir. Le premier avec le sweat vert, c'est Robert Baker. Et le deuxième, eh bien jusque-là, on n'avait absolument aucune idée de qui il s'agissait. Finalement, la police a eu des suspicions assez vite sur l'identité de cet homme, mais il voulait vraiment en avoir le cœur net et encore une fois accumuler un maximum de preuves. Donc ils ont attendu et ils ont fini par découvrir que les messages qu'échangeaient Christopher et Robert étaient assez suspects et qu'en plus de ça, Robert avait viré à plusieurs reprises de grosses sommes d'argent vers le compte de Christopher. Et ils ont vraiment pris leur temps avant de l'arrêter puisqu'il a été arrêté en octobre 2024, soit 7 ans après le crime. Et qui est ce Christopher pour Robert ? Eh bien c'est tout simplement un ami très proche et même plus puisqu'ils se considèrent comme des membres de la même famille. Ils se connaissent depuis très longtemps et Christopher appelle Robert tonton. En interrogatoire, Christopher est totalement coopératif. Étonnamment, il balance toute la vérité et même plus puisqu'il balance des choses que les policiers ne savaient absolument pas. Il se met en fait tout seul dans les problèmes, mais vous allez voir que ça va bien lui servir. Alors ce que fait Christopher, c'est qu'il explique carrément avoir participé au meurtre. La police savait qu'il était sur place, mais il ne savait pas qu'il avait participé au meurtre. Or, Christopher explique que lui et Robert ont tous les deux mis des coups de couteau à Fabio. Il devait vraiment avoir besoin de soulager sa conscience pour balancer tout ça parce que vraiment il y avait 0 preuve. S'il ne l'avait pas dit, il aurait juste été vu comme un complice du cambriolage et pas du meurtre. Enfin, en tout cas, il aurait pu dire qu'il ne se trouvait pas du tout à l'endroit où le meurtre avait eu lieu et qu'il était peut-être même pas au courant que Fabio était mort sur le coup. Il aurait pu inventer n'importe quoi et ça serait passé, ils avaient 0 info le concernant. Christopher a même expliqué quelque chose, là encore, que les policiers ne savaient pas, c'est qu'à la base, il devait tuer Fabio la veille. Il explique que Monica avait envoyé son mari chercher de la nourriture asiatique à emporter dans un restaurant de la ville et elle avait tout de suite donné l'information à Robert et Christopher en leur disant « il va se trouver dans tel endroit, à tel restaurant ». Et ils se sont rendus là-bas pour l'attaquer. Finalement, le plan a échoué et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés à le tuer le lendemain dans son domicile. Mais cette information est très intéressante puisque les policiers tout de suite ont vérifié dans le téléphone de Monica et ils ont découvert qu'effectivement, elle avait recherché sur Google l'adresse des restaurants asiatiques de la ville. Or, Christopher ne connaît absolument pas Monica, donc il n'a pas de raison d'avoir cette information. La seule raison pour laquelle il a ces informations, c'est parce que Monica les leur a données dans le but qu'ils puissent commettre le meurtre. Christopher a accepté de faire un marché avec la justice. Il a proposé de témoigner contre Monica, étant donné que les preuves sont un peu plus minces pour Monica que pour Robert. Et en échange, il n'est inculpé que pour meurtre au second degré au lieu de meurtre au premier degré. Donc Christopher n'a pas non plus des informations hyper importantes à communiquer à la police et à la justice, mais il a son témoignage à apporter et il explique que tout au long de la journée, donc le jour du meurtre, Monica et Robert étaient en communication et que Monica lui donnait toutes les informations sur les allées et venues de Fabio. Et il sait que c'était Monica le cerveau des opérations puisque Robert finalement ne prenait aucune décision seul. Ils étaient tous les deux dans l'attente des ordres de Monica et c'est vraiment elle qui leur disait quoi faire, qui leur donnait les infos. C'est elle qui a donné finalement le feu vert en disant « c'est bon, vous pouvez y aller, il est seul dans la maison ». La voie est libre, c'est le bon moment. Pour ce qui est du mobile, Christopher a expliqué qu'au départ, Robert lui avait menti. Il lui a fait croire qu'en fait, il était en couple avec une femme mariée qui vivait une relation atroce avec son mari qui la frappait et qui voulait finalement assassiner le mari pour sauver cette femme qu'il aimait tellement. Mais après le meurtre, Robert lui a avoué qu'il avait menti et que finalement, ils avaient tué Fabio simplement pour pouvoir toucher l'argent de l'assurance vie. Et pourquoi Christopher a accepté de participer à ce meurtre ? C'est simplement par loyauté pour Robert qui considérait, comme je vous l'ai dit, comme un membre de sa famille. Donc il l'admirait énormément et finalement voilà, il a été assez bête pour accepter. Lui-même a dit qu'il a été stupide. Il n'aurait jamais dû accepter ça, il n'avait rien à voir dans cette affaire. Mais malheureusement voilà, ça a été sa décision à ce moment-là. Pour récapituler, Robert Baker et Monica Cementilli sont tous les deux inculpés
pour meurtre au premier degré et conspiration en vue de commettre un meurtre, et ils encourent tous les deux une peine de prison à vie. Tandis que Christopher Austin, parce qu'il a été coopératif, est inculpé pour meurtre au deuxième degré et il encourt au maximum une peine de 16 ans de prison. Le premier des trois à avoir été jugé, c'est Robert Baker. Et à la surprise générale, Robert a décidé de changer son plaidoyer et de plaider no contest. No contest, ça revient à dire je ne conteste pas les faits et en gros à avouer sa culpabilité. C'est un peu moins fort que ok, je plaide coupable, mais ça revient un peu au même. Et ça a vraiment surpris tout le monde puisqu'il a passé des années et des années en prison à clamer son innocence et tout à coup il dit ok, j'avoue, c'est moi. Et il avait vraiment aucune raison de faire ça puisqu'il aurait pu essayer de gratter un arrangement avec la justice en disant écoutez, je vais changer, je vais dire que je plaide coupable, mais en échange, est-ce que je peux avoir telle ou telle peine? Il aurait pu aussi essayer de charger Monica à fond en disant que lui, il avait été qu'un pion, qu'elle l'avait manipulé, essayer de vraiment tout lui mettre dessus. Mais pas du tout. En fait, il plaide no contest gratuit comme ça et il prend tout sur lui en disant qu'il est coupable de tout. Le procès de Monica Cementilli a eu lieu ensuite. C'est très récent. Il y a eu lieu en mars-avril 2025. Là, ça a été un procès très long, 1 mois et demi. Et Monica, elle, a plaidé non coupable. Bon, ça, c'était attendu, on s'en doutait. Sans surprise, elle plaide non coupable et Robert Baker a décidé de témoigner lors du procès de Monica pour dire qu'elle était innocente, témoigner en sa faveur. Vous vous demandez peut-être pourquoi le procès de Robert et le procès de Monica ont eu lieu aussi tard après le meurtre, puisque le meurtre a été commis en 2017 et le procès de Monica a eu lieu en 2025, mais en fait ça s'explique déjà par le Covid. Avec le Covid, il y a beaucoup de procès qui ont été retardés. Et puis également l'enquête qui a été compliquée puisque l'arrestation de Christopher Austin n'a eu lieu qu'en 2024. Donc là encore, c'est très récent. Je vous ai dit qu'au début, Robert et Monica continuaient à communiquer en prison et qu'ils ont poursuivi leur relation en s'envoyant des lettres enflammées. Et ça a duré jusqu'en 2018. Et il y a une lettre qui a particulièrement choqué le public puisque Robert a tenté d'envoyer un tube de dentifrice à Monica accompagné d'une lettre. Je vous laisse regarder ça. Et ce tube de dentifrice a été intercepté puisque ce qu'il contenait avait l'air un peu suspect, un peu étrange. On n'aurait pas dit du dentifrice. Donc le tube a été envoyé pour analyse et l'analyse a révélé qu'il était en fait entièrement rempli de sperme appartenant donc à Robert Baker. Il envoyait son sperme à Monica. Alors, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que Monica comptait faire avec ce sperme, mais honnêtement, j'ai pas envie de savoir. On sait également qu'ils se sont envoyés des lettres en langage codé, des lettres qui ne contenaient que des chiffres positifs et des chiffres négatifs. J'ignore si ces messages ont été décodés et ce qu'ils contenaient, mais voilà. Et en 2018, donc, les communications entre Robert et Monica cessent brutalement. Ce qu'explique Monica, c'est tout simplement que c'était sa décision d'arrêter de parler à Robert parce qu'elle venait d'apprendre qu'il était responsable du meurtre de son mari. Or, c'est complètement faux puisque c'est en 2017 qu'elle a su que son ADN avait été retrouvé dans la maison et qu'il était le tueur. Donc finalement, en 2018, elle savait déjà depuis longtemps que c'était lui et elle a continué quand même à lui parler. Donc la théorie de l'accusation, c'est plutôt que les avocats de Monica et les avocats de Robert se sont mis en communication et qu'ils ont décidé de leur dire d'arrêter de communiquer parce que ça ne jouait clairement pas en leur faveur. Robert renvoie une ultime lettre à Monica en 2023, lettre dans laquelle il prétend lui avouer pour la première fois qu'il est responsable du meurtre de Fabio. C'est une longue lettre dans laquelle il détaille tout ce qu'il a fait, soi-disant. Il explique que son but était d'entrer dans la maison afin de lui offrir un cadeau discrètement. Il devait glisser une pochette avec des bijoux sous son oreiller. Or, il a été surpris dans la maison par Fabio. Fabio l'aurait attaqué et il l'aurait donc tué pour se défendre. Il s'agirait donc de légitime défense. Bon, le contenu de cette lettre est complètement lunaire, plein d'incohérences, ça n'a aucun sens. Et Robert a avoué lui-même lors du procès que c'était n'importe quoi et qu'il avait été bête d'écrire tout ça. Cependant, ce qui est sûr, c'est qu'il a continué à dire lors du procès de Monica qu'il était le seul responsable du meurtre. Donc il défend Monica et il défend également Christopher.
alors que Christopher plaide coupable. Ça n'a pas vraiment de sens. Il explique que Monica n'a rien à voir là-dedans, que c'était sa décision de tuer Fabio tout simplement parce qu'il voulait Monica pour lui tout seul. Il voulait pouvoir vivre sa relation avec elle au grand jour et il explique qu'il a demandé à Christopher de l'accompagner afin de faire le game et que Christopher n'a pas du tout participé au meurtre. Alors, il a été interrogé à ce sujet par des journalistes, on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il avait décidé de raconter ça au tribunal et il explique tout simplement qu'il voulait rétablir la vérité. Mais clairement, personne n'est dupe, et ce que l'accusation pense, c'est plutôt qu'il a fait ça par amour pour Monica, ou en tout cas, afin de se donner une belle image de chevalier blanc. Côté défense, les avocats de Monica prétendent qu'elle n'avait rien à y gagner à le tuer, et ils disent qu'elle aurait simplement pu divorcer. Mais ce qu'on découvre lors de ce procès, c'est que non, elle n'aurait pas pu divorcer. Déjà, elle avait plus à y gagner en tuant Fabio. En faisant les calculs, on se rend compte qu'elle gagne plus d'argent en le tuant qu'en restant en couple avec lui. Et puis, en plus de ça, non, elle ne pouvait pas divorcer parce que Monica vient d'une famille italienne, traditionnelle, très conservatrice, qui ne voit pas du tout le divorce d'un bon œil. Si elle avait divorcé de Fabio, sa famille lui aurait tourné le dos, sa famille l'aurait détesté. Et en plus de ça, soyons honnêtes, si c'était pour se mettre avec Robert Baker, encore pire. Ce n'est clairement pas quelqu'un qui a le profil du gendre idéal. C'est un ancien acteur de films pour adultes qui a un casier judiciaire pour pédophilie. Enfin, clairement, on n'est pas du tout sur quelqu'un qu'on a envie de voir fréquenter sa fille. Les avocats de Monica essayent aussi un peu de la faire passer pour une victime, en essayant de faire passer Robert pour le grand méchant qui forçait Monica à lui envoyer des photos et des vidéos à caractère sexuel, qui la forçait à avoir des relations sexuelles avec lui. Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi. En réalité, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Monica était totalement consentante dans cette affaire. D'ailleurs, il y a quelqu'un d'autre qui est venu témoigner, un homme qui a été aussi un entraîneur de racquetball de Monica avant Robert, et qui a expliqué que Monica lui avait fait des avances à lui aussi. Il a refusé, il n'était pas intéressé, et dans la foulée, elle s'est mise avec Robert. Et d'ailleurs, même pendant qu'elle était avec Robert, Monica n'était pas super fidèle. Elle a été vue notamment par les policiers en train d'embrasser le vigile d'un bar pendant que Robert était à l'intérieur, et il l'a grillé, donc ils ont vu qu'ils s'étaient hyper disputés ce soir-là, que Robert était monté au volant de la voiture et il est parti seul en laissant Monica sur place. Vraiment grosse dispute, donc c'est pour dire que Monica n'est pas du tout une sainte et une prude, comme elle essayait de le faire croire à son entourage. D'ailleurs, ça faisait très longtemps que Monica n'en avait plus rien à faire de Fabio et qu'elle faisait juste semblant au quotidien, puisque je vous ai dit donc qu'elle était avec Robert depuis déjà plus d'1 an, et elle l'avait même ramené lors d'un voyage professionnel, un voyage d'affaires de Fabio. Donc Fabio lui a proposé de l'accompagner en voyage d'affaires, et elle a prévenu son amant qu'elle serait à tel endroit et de les rejoindre, et en fait, dès que Fabio était occupé pour le travail, elle allait discrètement rejoindre Robert. Elle n'était même pas capable, le temps d'un petit voyage d'affaires, de se passer de lui. À une occasion, elle a même ramené Robert dans le lit conjugal. Bon, bien évidemment, Fabio n'était pas là, il était beaucoup absent pour le travail en fait. Et Monica a ramené Robert à dormir dans le lit qu'elle partageait normalement avec Fabio. Et c'est sa fille Jessica qui a découvert la supercherie, puisqu'elle est venue dans la chambre de sa maman pour se maquiller. Je sais pas, il y avait sûrement un bon miroir à cet endroit-là. Et en fait, elle se retourne et d'un coup, elle voit dans le lit un homme dénudé. Donc forcément, elle va voir sa maman, elle lui demande des explications et Monica a prétendu tout simplement que c'était un ami, qu'ils étaient sortis la veille, qu'ils avaient été très alcoolisés, qu'elle pouvait pas se permettre de le laisser rentrer seul et donc elle lui avait proposé de l'héberger. Et elle lui a fait croire qu'ils étaient en soirée avec d'autres amis et qu'elle avait également hébergé une autre fille qui s'appelle Sheila et qui était déjà partie à ce moment-là. Bon, en réalité, vous vous doutez bien que c'est complètement faux et qu'elle avait juste ramené Robert dans le lit conjugal alors que ses filles étaient à la maison pour avoir des rapports sexuels avec lui dans le lit qu'elle partageait avec Fabio. Franchement, c'est immonde de faire un truc pareil. D'ailleurs, en parlant des filles de Monica, eh bien sachez que lors du procès, elles ont encore affirmé qu'elles soutenaient à fond leur maman et qu'elles se battraient à ses côtés jusqu'au bout parce qu'elles croient réellement en son innocence. Malgré toutes les révélations qui ont été faites lors du procès, ça n'a rien changé à leur avis à ce sujet. Pourtant, il est clair que Monica n'en avait mais rien à faire du bien-être de ses filles, puisqu'elle a fait assassiner leur papa sans se soucier une seule seconde de ce que ça pourrait leur faire. Isabella et Jessica adoraient leur père, elles ont été
totalement effondrée à sa mort. Ça a été un énorme traumatisme pour elle, sans compter Isabella qui a découvert le corps. Et à ce sujet également, on sait que c'est Monica qui a orchestré tout ça. C'est elle qui a tout organisé, le plan de la mise à mort de Fabio. Donc elle savait pertinemment qu'Isabella allait rentrer à la maison et que c'était elle qui allait découvrir le corps. Donc imaginez faire subir volontairement ça à sa fille. Tout ça parce qu'elle avait envie de pouvoir vivre sa petite vie avec son amant tranquillement, sans perdre son statut social, sans perdre sa réputation et sans perdre son aisance financière. Monica est une femme qui ne pense qu'à elle et d'ailleurs les psychologues ont dit qu'elle était narcissique. Bon, on comprend cependant que ce soit difficile pour Isabella et Jessica d'admettre que leur mère puisse être un tel monstre. Elles préfèrent être dans le déni et penser que tout ça est une grave erreur judiciaire et que leur maman est innocente. Ça doit être très compliqué pour elles, donc je vais pas les juger, je sais pas ce qu'elles vivent, je n'ai jamais vécu ça, ça doit être horrible. Et pour ce qui est de Luigi, donc le fils de Fabio, je vous rappelle que Monica est sa belle-mère, pas sa mère. Eh bien lui, par contre, il a témoigné contre Monica, il la déteste et il est persuadé de sa culpabilité. Monica a passé tout le procès à jouer les actrices, mais vraiment, elle avait un mouchoir, elle essuyait des larmes de crocodile à chaque fois qu'il y avait un témoignage un peu émouvant. Elle faisait des têtes choquées quand il y avait des révélations, comme si c'était la première fois qu'elle en entendait parler. Elle faisait des grimaces aussi comme ça, à chaque fois que quelqu'un disait Monica a fait ci, Monica a fait ça, comme pour dire n'importe quoi. Enfin bref, c'était vraiment n'importe quoi, ça se voyait qu'elle jouait totalement la comédie. Mais son numéro d'actrice n'a convaincu personne puisqu'elle a été reconnue coupable à l'issue du procès, coupable de meurtre au premier degré et de conspiration en vue de commettre un meurtre. Donc pareil que Robert Baker. Cependant, on ne connaît pas encore sa peine. Elle risque, comme Robert Baker, d'avoir une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Mais ça n'a pas encore été déterminé, on va savoir ça bientôt. Je vous mettrai ça dans l'onglet Communauté. Pareil en ce qui concerne Christopher Austin, son procès devrait avoir lieu très bientôt. Bon, lui, il a plaidé coupable, donc logiquement le procès va être très rapide et on saura tout de suite à quoi il est condamné. Donc pareil, je vous mettrai ça dans l'onglet Communauté. Pour conclure cette vidéo, j'ai bien évidemment une grosse pensée pour Fabio. Fabio qui est mort trop tôt, qui était un homme passionné, un homme heureux, un homme drôle, un homme joyeux qui ne demandait qu'à profiter de la vie. Pour vous dire à quel point Fabio était aimé de tous, adoré de tout le monde, lors de ses funérailles, il y avait tellement de monde qu'il y avait une demi-heure de queue pour pouvoir présenter ses condoléances à la famille. Une demi-heure de queue, vous imaginez ça? Une pensée aussi bien sûr pour sa famille, sa maman, ses sœurs et également ses enfants, Luigi, Isabella et Jessica, même si Isabella et Jessica soutiennent leur maman, elles ont quand même énormément souffert de la perte de leur papa dont elles étaient extrêmement proches. Et aujourd'hui, elles se retrouvent sans leur papa et sans leur maman qui risque de passer le restant de sa vie en prison. C'est tout pour cette histoire. Je vous rappelle qu'avec mon code JESSCRIMWILD, vous avez 20% de réduction sur les super produits Wild. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description ou en commentaire épinglé afin de profiter de cette réduction. Je vous retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires. For me, the first thing is my family comes first. My parents taught me that. I have sisters who I adore, and my own family unit is the most dear to me. That's who I am on a really personal, deep level. I think about this a lot, you know, and you kind of sit in the backyard and I say to myself, you know, what do I want to be remembered for? So I want to be remembered for the relationships I've built. I want to be remembered for how maybe I've made people feel in a positive light, and if it was negative for any reason, it's because I was honest. I hope that's what I'm remembered for, and so family, my friendship, my real close friendships, and then I think the third is for me all the stylists that I've touched in my life. I've traveled the world, and I've been so fortunate. I don't deserve any of this. But the stylist that I have touched over my life has been just so rewarding, and I hope they also remember that maybe I gave them a hand or gave them a leg up or maybe, you know, some good advice.